Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Bertrand Coquart, président de Seine-et-Yvelines Numérique. Bonjour. Bonjour. Alors on a pu recevoir dans le MAG Laurent Rochette, le directeur général de Seine-et-Yvelines Numérique, pour parler de vos différentes actions et missions sur les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Vous avez récemment publié votre bilan de l'année 2021, alors on va revenir un petit peu dessus. Mais avant ça, pouvez-vous nous expliquer les objectifs de Seine-et-Yvelines Numérique ? Alors Seine-et-Yvelines Numérique, c'est un syndicat mixte ouvert, c'est un peu technique, c'est-à-dire que c'est l'association un peu du public et du privé. Il a été vraiment créé à la base pour déployer la fibre, le très haut débit, sur le département des Yvelines, puisque sans être trop technique, il y a deux zones. Une zone, je dirais, qui est plutôt réservée aux opérateurs privés, souvent assez rentables et lucratives, et une autre rurale, qui est plutôt dédiée au déploiement de la fibre dans les zones un petit peu éloignées, qui coûtent très cher, dans lesquelles les opérateurs privés, généralement, ne vont pas. Donc, on a souhaité, nous, pouvoir avoir l'objectif de déployer 100% de cette zone rurale à travers un partenariat, et c'est la création de Seine-et-Yvelines Numérique qui est l'opérateur qui permet de faciliter ce déploiement. Alors justement, en 5 ans, Seine-et-Yvelines Numérique a mené plusieurs projets. Donc là, on est revenu sur le très haut débit. Oui. On va revenir sur deux autres justement projets. Vous avez développé la vidéoprotection des établissements et de leurs abords immédiats. La vidéoprotection est un sujet central pour le département des Yvelines qui souhaite la développer dans le département et notamment dans les zones rurales. Certains citoyens peuvent également craindre cette émergence de la vidéoprotection sur le territoire. Au-delà de l'augmentation du sentiment de sécurité, certains y voient une surveillance abusive. Alors comment est-ce qu'on peut rassurer les citoyens sur le développement de la vidéoprotection ? La vidéoprotection, c'est un outil qui est assez formidable puisque aujourd'hui, avec peu de moyens, vous pouvez assurer une vigilance un petit peu plus importante. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on a plus de 100 bâtiments connectés qui surveillent les bâtiments effectivement départementaux, les pompiers, les casernes, le SDIS. C'est impossible pour un œil humain de pouvoir visualiser en temps réel toutes les images. Donc, que les habitants ne se fassent pas trop de soucis, on n'est pas à les observer. On a bien sûr un outil qui est un outil numérique qui permet d'analyser les images en temps réel et qui vient à l'aide de l'humain pour lui signaler éventuellement un acte qui est un petit peu anormal, débarrage de bagarre ou une vitesse excessive ou des choses comme ça, et qui va interpeller l'œil humain pour lui dire « il se passe quelque chose, regarde ». Donc on n'est pas en H24 à regarder régulièrement toutes les caméras. On va juste regarder quand il y a un incident ou quelque chose qui peut arriver. Donc vraiment, la protection des habitants est maintenue. Et par ailleurs, il n'y a aucune collecte d'informations. On ne sait pas qui, on ne sait pas quelle est la personne, quelle est son identité. La fonction, c'est juste de prévenir la police et les forces de l'ordre pour venir intercepter et effectivement protéger le bâtiment. Il y a justement une distinction aussi à faire entre vidéoprotection et vidéosurveillance, où avec la vidéosurveillance, on parle justement un peu plus d'une surveillance H24 avec des personnes qui sont derrière les caméras à surveiller tout le temps. Alors, on a quand même une présence qui aujourd'hui est 7 jours sur 7 H24 sur les bâtiments, mais encore une fois, je vous dis, il y a tellement, on ne peut pas surveiller son bâtiment, il y a 2-3 personnes qui en temps réel regardent, donc ils sont là uniquement pour pouvoir visualiser une image qui paraîtrait suspecte. Donc, encore une fois, on ne récolte pas des données, on ne sait pas qui est derrière, on a juste un logiciel qui va nous alerter sur quelque chose d'anormal qu'il se passe. Et alors, depuis 2016, vous développez le numérique sur le territoire et notamment en faveur de l'éducation. Avec la crise sanitaire, vous avez mis à disposition de certains jeunes des tablettes pour permettre cet accès fragilisé à l'éducation. Au-delà de ça, vous avez voulu aussi le développer dans les établissements scolaires. Est-ce que la crise sanitaire vous a forcé à accélérer vos actions en faveur de l'éducation sur le département ? Alors, accélérer, je ne dirais pas, parce qu'effectivement, vous l'avez mentionné, on a souhaité, c'était la première étape, déployer la fibre, donc tout était fibré au niveau du département et les collèges inclus. Donc ça nous permettait effectivement de pouvoir utiliser l'outil numérique de façon assez efficace. On a fait un pilote qui a duré 3 ans sur 17 collèges, sur les 6e et les 5e, équipés d'un cartable numérique, donc une tablette avec des applications de sécurisation. Et il s'est trouvé que pendant le Covid, il y a eu cette nécessité de travailler contre cette fracture numérique qu'il y avait avec des enfants qui restaient chez eux, dans lesquels les familles n'avaient pas effectivement la possibilité d'être connectées sur Internet, et notamment les enfants aussi de l'ASE, donc de la protection à l'enfance, ainsi que dans les EHPAD. On a pu déployer des tablettes, c'était déjà prêt, on avait la technologie qui était là, et on avait la fibre qui permettait de connecter ça. Donc ça a été vraiment un outil
important pour toute une série de populations des Yvelines qui n'auraient pas pu rester connectées parce que confinés chez eux, et on sait tout le mal que ça peut faire. Et justement, ce déploiement du numérique en faveur de l'éducation, vous souhaitez justement le faire encore évoluer? Oui, ça fait partie des objectifs que nous avons. Alors, on s'était engagé sur le bilan, dans notre programme pour les 5 années à venir au niveau du département, de pouvoir déployer cet outil-là. Donc, j'espère que sur l'année de 2022, on en reparlera, on aura la possibilité d'avoir vraiment un équipement individuel mobile à l'adresse de tous les collégiens et peut-être sur le bloc communal. C'est intéressant, le pilote, je vais faire rapide, sur le pilote de 3 ans qui a eu lieu, qui a été évalué par l'Éducation nationale, a montré 2 choses. Vous avez 2 moyens de faire du numérique dans les écoles. Soit vous avez des mallettes pédagogiques dans lesquelles vous avez des tablettes qui restent à l'école, soit vous avez un équipement individuel que l'enfant garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il a été étudié que avec cet équipement individuel mobile, il y avait un rang de progression en français et en maths, même un petit peu plus dans les zones en REP et RED+, par rapport à un équipement mutualisé qui restait en classe, qui était relativement moins utilisé. Donc, fort de ces enseignements-là, on veut vraiment permettre aux enfants de pouvoir se développer un petit peu plus rapidement. Et donc, on a ce projet de l'étendre dans les différents collèges. Ça doit être voté, c'est un investissement lourd, donc on en reparlera. Ouais. Et alors, dans votre bilan, vous indiquez vouloir développer et améliorer le cadre de vie des citoyens grâce au numérique. Donc, on parle de la globalité des citoyens dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Quelles sont vos ambitions sur cette thématique ? C'est important le numérique aujourd'hui, on en a parlé un petit peu avec la Smart City, c'est les territoires connectés, c'est important de pouvoir aider effectivement nos habitants à vivre un petit peu mieux. Donc en étant un petit peu mieux connectés, ils ont accès à des outils qui leur permettent d'améliorer leur quotidien. On a parlé de la sécurité tout à l'heure, mais c'est vrai que quand vous êtes en capacité de pouvoir mieux circuler parce que vous savez où sont les bouchons, par exemple, parce que vous savez quel bus prendre, toute cette connexion-là est quelque chose qui est important, donc on s'y attache, on a des moyens de pouvoir développer, on verra tout à l'heure aussi avec le déploiement des bornes pour véhicules électriques, on a tout un tas de panoplies que l'on peut mettre à disposition des communes et de nos adhérents, des intercommunalités et des départements pour pouvoir faciliter la vie des gens. Et bien justement, les bornes de recharge, vous les avez développées en 2021, enfin, vous avez lancé justement une opération de pilote pour équiper les communes des Yvelines en bornes de recharge des véhicules électriques. Alors au départ, c'était 21 bornes de recharge qui étaient installées. À terme, c'est à peu près combien de bornes de recharge qui seront installées dans tout le département ? Alors on sait aujourd'hui, massivement, les gens s'équipent en voiture électrique. La plupart ont la possibilité de les recharger chez eux. Par contre, ça nécessite aujourd'hui, sur les zones rurales, d'avoir un investissement qui est assez lourd, puisqu'une borne coûte pas mal d'argent. Donc on a fait ce pilote avec le syndicat d'énergie des Yvelines, 21 bornes déployées sur le territoire. On souhaite à terme aller jusqu'à 100 avec un concept un peu particulier qu'on essaye de travailler avec le bloc communal, puisque bien souvent, on peut inclure un véhicule électrique directement, donc avoir la borne et le véhicule électrique de façon à faciliter les trajets, ce qu'on appelle en mobilité douce, ou les trajets qui, dans le bloc effectivement rural, on ne parle pas de 1 à 2 km, souvent il faut faire 10, 15, 20 km pour aller chez le médecin et revenir. Donc c'est ce format-là que nous souhaitons déployer. Alors vous lancez également une offre cybersécurité sur les 2 départements. Au-delà de la vidéoprotection des établissements et des abords de ces derniers, vous souhaitez également proposer aux communes une offre de vidéoprotection de la voie publique au bénéfice des communes qui le souhaitent. Alors quels sont ces 2 projets ? Pourquoi développer ces 2 projets ? D'abord, on nous le demande. C'est vrai qu'aujourd'hui, les citoyens et surtout les villes, je dirais, petites villes et moyennes, on l'a dit, n'ont pas toujours les moyens de pouvoir s'équiper d'écrans, de visualisation et surtout derrière d'avoir une police municipale qui soit disponible à pouvoir regarder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. À la différence, effectivement, de la vidéoprotection que l'on a sur la zone bâtimentaire, on a la possibilité d'utiliser cette technologie que nous avons déjà et l'élargir
pour les communes qui souhaiteraient avoir cette image, cette vidéoprotection. Et on mutualise tous ces écrans-là et ça nous permet effectivement de répondre beaucoup plus rapidement à des incidents qui peuvent arriver. Donc ça, c'est la vidéoprotection sur la voie publique. Il y a le cadre législatif qui l'encadre, donc il n'y a aucun souci là-dessus et ça permet d'aller plus vite et de payer beaucoup moins cher que si on devait s'équiper soi-même. Des projets sur lesquels nous reviendrons plus en détail avec vous ou Laurent Rochette durant toute cette année 2022, notamment sur le déploiement du pass numérique et des assises du numérique qui auront lieu si tout va bien en juin 2022. Merci beaucoup Bertrand Coquard d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site sy-numérique.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.